déjà, enfin, j'ai une très, très bonne qualité de sommeil parce que j'ai appris beaucoup de principes sur le sommeil et que je fais hyper attention. Donc, je me lève le matin, j'ai la patate. Je me suis levé à 5h50 ce matin. Ça a été directement en respiration Wim Hof. Une fois que j'ai fait la respiration Wim Hof, petite douche froide. Alors, elle n'a pas été très longue parce que j'en avais pas envie. Ça a duré quoi? Peut-être 30 secondes. Mais j'ai senti les effets vivifiants. Ça m'a fait du bien. Donc, j'ai eu cette petite hormèse le matin qui m'a mis dans un stress court et intense. Après, je me suis pris un bon petit déjeuner. Je me suis fait des bons petits pancakes. Voilà, bref, des petits pancakes, tout ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait de la lecture. J'ai fait du dessin, etc. J'ai avancé sur mes petites BD. Et puis vers 10h, 10h10, qu'est-ce que j'ai fait? D'un coup, je me suis mis à prendre des puissantes inspirations. Et là, je vais commencer à me préparer mentalement pour ma séance de sport. Donc là, j'ai commencé à m'échauffer. Hop, je me suis installé. Je suis allé dehors. Donc, je suis passé de chaud, chaud chez moi à il fait froid dehors. Et là, pendant 1 heure, j'ai fait ma séance de muscu. Donc, j'ai fait là aujourd'hui, par exemple, c'était les pectoraux et les triceps. Je me suis buté pendant 1 heure. Je suis mort. Je suis rentré. J'ai fait une bonne respiration pour revenir au calme. C'est des techniques de respiration qu'on peut aussi transmettre. J'ai pris une bonne douche chaude, j'ai pris un beau repas et après je me suis mis au soleil, tu vois, et je me suis relaxé. Et en fait, mes journées, elles sont ponctuées comme ça par des petits pics de stress. Alors là, aujourd'hui, on n'en aura plus parce que bah, j'estime que j'en ai fait assez et que après, si tu en fais trop souvent, ça va t'épuiser. Mais après, là, par exemple, après ce petit live, qu'est-ce que je peux faire? Bah, je peux aller faire une petite marche tranquillement. Pas forcément faire quelque chose de très physique, une petite marche en respirant l'air frais, en contemplant la nature, etc. Et ce soir, je suis sûr que je vais bien dormir. Donc voilà, c'est ce que tu disais, c'est que vraiment, en fait, il faut vraiment que ce soit toujours des phases enfin, des pics de repos, activité, repos. Et moi, par exemple, je ne peux pas rester toute une journée à rien faire, c'est pas possible. Enfin, aujourd'hui, je peux plus, tu vois. Je peux pas rester allongé sur un canapé et glander. Je sens une espèce de pulsion, il faut que je bouge, il faut que je fasse quelque chose. Et comme tu le dis, si j'ai pas eu mon activité de la journée, la nuit, elle va pas être, tu vas pas réussir à bien dormir. Donc, c'est vraiment un équilibre qu'il faut trouver. La désormais, ça se cultive au quotidien. Et ça apprend, c'est une belle manière d'apprendre à se connaître, de savoir quelles sont mes limites. Tiens, aujourd'hui, là, en ce moment, les douches froides, j'arrive pas. Pourquoi? Bah, peut-être que je suis un peu trop fatigué, j'ai les nerfs un petit peu à vif. Donc, c'est pas grave, je vais me relaxer, je vais plutôt me pencher sur du yoga et puis on va voir. Mais voilà. Voilà. Et comme tu disais, c'est très important d'avoir du repos. Ouais, Et, ça fait partie du renforcement. ouais, voilà. Et en fait, il faut vraiment faire attention à notre énergie au quotidien, à notre quantité de stress qu'on met dans notre quotidien. Et comme certaines personnes, et même moi personnellement, des fois, je me mets trop la pression. Et du coup, bah, si on se met trop la pression dans les actions quotidiennes aussi, il faut savoir aussi se dire, bah, peut-être qu'aujourd'hui, je ne vais pas mettre en place certaines techniques de Wim Hof, douche froide, et plutôt favoriser le repos. Exactement. Donc, je pense qu'avec tout ça, Dylan, on va pouvoir répondre à comment se préparer pour 2022. Comment se préparer pour 2022? Est-ce que tu veux commencer ou est-ce que tu as déjà une idée? Vas-y, je vais te laisser commencer, et Ouais. puis je continuerai par la suite. Moi, encore une fois, c'est la chose que j'ai le plus expérimenté dans ma vie, c'est ma pratique numéro 1. Ça fait 9 ans maintenant bientôt 10 ans que je le fais, c'est la méditation, l'introspection. Vous pouvez commencer, ne serait-ce que 5 à 10 minutes tous les matins ou le soir, peu importe. Trouver un moment. L'idéal, c'est le matin ou le soir. Moi, pour ma part, c'est 45 minutes à 1 heure de méditation tous les soirs avant d'aller me coucher. Méditer. Vous mettez une musique tranquillement, vous fermez les yeux. Et l'idée, en fait, c'est pas de se forcer à n'avoir aucune pensée, mais de juste d'être dans un état d'introspection, de fermer les yeux, d'être connecté à son corps. On peut porter son attention sur sa respiration, sur un point particulier du corps, sur l'espace vide autour de nous, et juste de laisser passer nos pensées et d'écouter ce qui se passe en nous, en fait. Ça, pour moi, c'est le. Après, voilà, ça, c'est mon truc, tu vois, la méditation, c'est vraiment le truc qui a fait qu'aujourd'hui, je pense que j'ai pas, je sais pas, j'aurais pu vriller par rapport au décès de mon père, tu vois. J'aurais pu partir en cacahuète ou, je sais pas, me mettre dans la drogue ou partir, enfin, peu importe, tu vois. Mais la méditation, j'avais commencé un petit peu avant le décès de mon père.
c'est vraiment ce truc qui m'a vraiment aidé à, à me maintenir, à maintenir un contrôle, une maîtrise de moi et à gérer aussi mon stress et mon état mental. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société qui est stressante, peu importe que ce soit aujourd'hui avec la situation actuelle ou avant, on est dans une société qui est stressante où on a beaucoup de demandes, on a des obligations de travail, on doit prendre les transports, etc. Donc, avoir un temps de méditation pour vraiment lâcher prise sur tout notre quotidien, c'est vraiment quelque chose de hyper important. Alors, ce que j'aimerais rajouter, parce que des fois, ça fait un peu peur, la méditation, quand on parle de méditation, il y a beaucoup de personnes qui se disent, moi, je vais pas pouvoir le faire, moi, c'est pas possible. Ce qu'il faut savoir, c'est que la méditation, il y a des milliers de possibilités pour la faire. Ouais, Ça peut être, voilà, assis sur un canapé, méditation de pleine conscience, méditation positive, où on pense à quelque chose de positif. Ça peut être aussi des méditations où quand on va marcher en nature aussi, ça peut être méditatif. Donc, faut pas vraiment rester cloisonné, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, ah mais moi si je reste assis sur mon canapé, forcément je vais avoir des pensées, forcément ça va pas être possible. Mais voilà, par exemple, vous pouvez partir dans la nature, marcher, et ça peut être une forme de méditation. ouais. Et du coup, j'aimerais répondre à la question pourquoi la méditation, ça va être important pour 2022. Pourquoi ça va être important? Parce que on se rend compte, en fait, et comme on disait tout à l'heure, pour être libre, faut penser par soi-même. Et le fait de faire le vide dans ses pensées, on va pouvoir se reconnecter à soi et se reconnecter à vraiment ce qu'on a besoin. Et pas se faire dicter par la société, et dicter par peut-être les médias si on les regarde, sur ce qu'on devrait faire. Et il y a autre chose aussi, c'est que la méditation, elle permet de faire le vide dans le cerveau, le vide dans les pensées, vraiment faire retomber la pression. Parce qu'on sait que un cerveau qui est plein de pression, qui a plein d'informations, que ce soit aussi de la peur ou même des choses, par exemple avec le boulot, on pense à plein de choses, et ben c'est un cerveau qui est beaucoup plus malléable, qu'on va pouvoir manipuler plus facilement. Ouais. On se rend compte, enfin, je sais pas si vous avez déjà vécu cette situation, mais moi personnellement, quand je suis à bout, qu'est-ce que je fais? Je mets le cerveau en off et si on me dit de faire quelque chose, bah je réfléchis pas, je dis ouais vas-y si tu veux on fait ça, j'ai pas envie de réfléchir, j'ai pas envie de me casser la tête. Bah du coup bah quand on est dans ce moment-là, bah, on peut pas penser par soi-même. Hmm. Donc c'est pour ça que ça va être important la méditation. Je suis totalement d'accord avec toi. Ok. Ouais. Moi j'aimerais mettre un deuxième point qui peut être important et pour aussi les personnes qui veulent pas passer par la méditation pour se relaxer et pour calmer le mental, ça va être repassé par tout ce qui est la connexion à son corps et la connexion aux sensations. Donc ça peut être par exemple aller marcher, mettre du mouvement dans son organisme, faire du sport, mettre du mouvement, partir à l'aventure. Ça va vraiment permettre de se reconnecter vraiment à ce qu'on a envie de faire. Hmm. Ouais. Peux-tu me Ah, rajouter d'autres choses? encore une fois, c'est changer d'environnement, ça permet encore une fois de déblayer un petit peu l'esprit, d'enlever un petit peu la poussière c'est souvent, en fait, tu vois, quand tu pars en nature, moi, ça me le fait quand je pars en randonnée ou quoi, ça fait trop du bien. Quand tu es en pleine randonnée, que tu es coupé de la civilisation, que tu es vraiment dans un endroit que tu connais pas, tu as un espèce de sentiment de bien-être. C'est aussi méditatif, hein. Et c'est là où tu as des fois des nouvelles idées qui viennent. Tu penses différemment. Tu dis, putain, mais pourquoi j'ai pas pensé à ça avant? Parce qu'en fait, tu prends de la hauteur, tu changes d'environnement et tu t'es plus en fait. Quand tu es dans le même environnement tout le temps, tu vas constamment avoir des personnes qui vont appuyer sur les mêmes schémas neuronaux de ton cerveau. Tu vois, ta mère, elle va appuyer sur assez comment t'énerver. Ton boss, il va te dire telle chose, ça va t'énerver. T'es chez toi. Ah ben, il y a ta télé qui t'appelle. Hop, petit réseau neuronaux qui dit, allez, fais-toi une petite série, nanana. Donc, du coup, en fait, t'es happé par ton environnement. Comme tu dis, t'as pas le temps de réfléchir. Et quand vraiment tu pars à l'aventure, tu pars dans un endroit vraiment hors de ton environnement, une petite randonnée, waouh! T'as l'impression en fait de prendre ton cerveau et de le poser, tu vois, et de dire, toi, je te récupérer après. Et du coup, tu as plein de. Moi, c'est souvent comme ça, j'ai de la créativité, il y a des choses qui viennent.
Et après, tout simplement, je me sens bien après. Je rentre chez moi, je me sens léger, je me sens. Tu vois, il y a une bonne fatigue, tu as bien marché, c'est vraiment, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Donc, ouais, très bon Exactement. point. Exactement. Est-ce que tu as un autre point pour avancer, par exemple, pour parler Ouais, d'autonomie? On peut euh, parler de ça. ouais, il y a l'autonomie aussi. L'autonomie, alors, moi, je suis pas encore spécialiste. J'essaie de développer, par exemple, un petit peu l'autonomie alimentaire. J'ai fait un petit potager, par exemple, cet été. J'ai commencé à faire un petit potager. Donc, commencer, pourquoi pas, si on peut, à cultiver un petit peu, par exemple, au niveau alimentaire, d'apprendre à faire son petit potager, apprendre à faire sa lactofermentation. Voilà, essayer de dépendre le moins possible des magasins, etc. Bien que je ne suis pas un expert, encore une fois, hein, j'ai fait pousser que quelques tomates, quelques fraises, quelques poivrons et j'ai fait un petit peu de lactofermentation, mais c'est pas ouf. Mais c'est un début en tout cas. L'idée, c'est d'apprendre à faire les choses par soi-même. On a quoi d'autre? On a l'autonomie aussi, c'est essayer de dépendre le moins possible des autres. Même si on est des êtres humains, on est fait pour vivre en société, vivre avec les autres. Quand je dis ne pas dépendre des autres, c'est par exemple, là, ce que j'essaie de développer en ce moment, par exemple, mon entreprise Circadien, j'aimerais ne plus dépendre toute ma vie d'un salaire, par exemple, tu vois, au niveau financier. Toi, je sais que tu es plutôt calé sur la crypto-monnaie, donc encore une fois, ne plus dépendre d'un système, mais vraiment de te créer une certaine liberté financière à travers la crypto-monnaie ou quoi. D'ailleurs, si tu voudrais après en dire un petit mot. Mais l'autonomie, ouais, c'est hyper important. Et encore une fois, l'autonomie, c'est aussi la penser par soi-même, avoir son propre esprit critique, remettre les choses en question et ne pas se laisser influencer, ne pas boire les paroles de ce que disent les médias et de recevoir la petite béquille de Patrick Poivre d'Arvor, hein, qui va te donner de la fausse information. Ouais. Alors, comme tu disais, ouais, bah, exactement, il y a l'autonomie qui correspond à la liberté de penser. Et après, il y a toutes les autonomies, en fait. Alors, ne plus dépendre de quelqu'un, je pense qu'on ne pourra jamais être autosuffisant tout seul. Non. Comme je disais, le développement personnel, tout ça, ça ne peut pas exister. Donc, je pense qu'en fait, on peut limiter tout ce qui est l'effet de centralisation ou, bah, par exemple, pour se nourrir, actuellement, on dépend énormément des gros magasins de type Carrefour, Leclerc. Et s'il y en a un qui fait faillite, enfin, ou qui peut plus s'approvisionner, ça va être compliqué. Je pense que sans aller à l'extrême où toi tout seul, faut que tu aies ta toute nourriture, si tu manges de la viande, faut que tu aies tes animaux, enfin, tu vois, sans partir à l'extrême, Ouais, bien sûr. c'est que, c'est que déjà créer un peu plus de magasins locaux où tu pourrais servir directement chez eux. Tu as un peu plus d'agriculteurs où tu pourras aller chez eux. Comme ça, bah, en fait, plus tu vas décentraliser le commerce, les finances, tout ça, plus tu pourras être autosuffisant au niveau national. Ouais. Donc, par exemple, bah, par exemple, là, tu vois, je te prenais l'exemple, Carrefour, si t'es faillite, voilà, on serait un peu dans la merde. Si par exemple, il y a un agriculteur qui fait faillite, bon, bah, c'est moins grave, quoi, parce que tu iras chez l'autre agriculteur. Et en fait, c'était le fait de décentralisation, ça permet vraiment d'être autosuffisant. Et après, il Mm. faut se pencher sur le côté aussi, bien sûr, de l'électricité. Là, si EDF, ils font, c'est plus de Bien sûr. centrales Mm. nucléaires, enfin, s'ils n'arrivent plus ils ferment toutes les centrales parce qu'il y a un gros problème, vous faites comment pour avoir l'électricité chez vous? Alors, soit vous dites, bah, c'est pas grave, je peux vivre sans électricité, enfin, le moins possible. Il y en a très bien qui arrivent à se démerder sans électricité. Enfin, après, il y a quand même certaines choses où on est obligé de l'avoir, mais on peut vivre avec beaucoup moins. Après, pareil pour l'eau. Est-ce que si aujourd'hui, on décide que vous avez plus le droit d'avoir l'eau de ville, l'eau potable, comment vous faites? Mm. C'est-à-dire que bah, vous pouvez plus vous laver, vous pouvez plus boire, vous pouvez plus faire à manger, limite, comment vous faites? Donc voilà, en fait, il faut se poser ces questions. Il y a plein de solutions qui existent, hein. Enfin, je vais en donner certaines. Bah, par exemple, pour l'alimentation, j'ai déjà parlé, plus se rapprocher du local, connaître un peu les agriculteurs et les fermiers qui sont proches de chez nous. Au niveau de l'électricité, après voilà, il y a d'autres possibilités. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui mettent des panneaux solaires chez eux, qui mettent des éoliennes. Après, bon voilà, chacun se pose ces questions. Est-ce que moi j'ai envie de faire ça? Est-ce que écologiquement parlant, c'est possible? Enfin voilà, il y a plein de questions à se poser. Pareil pour l'eau.
Est-ce que, par exemple, je peux pas prendre de l'eau de pluie, la filtrer et peut-être la boire ou au moins prendre la douche avec, peut-être mettre les WC dessus. Parce qu'aujourd'hui, on va faire caca dans de l'eau potable, Ouais, enfin, qu'on considère potable. Est-ce que c'est normal? Voilà, chacun se pose ses questions et chacun peut mettre des choses en place là-dessus. Et après, comme tu disais aussi, il y a la liberté financière pour pouvoir vivre de nos activités, vivre de ce qu'on. Si du jour au lendemain, enfin là, si vous avez un CDI, du jour au lendemain, on vous vire, est-ce que vous pouvez vivre derrière? Donc, exactement. voilà, il y a un Ouais. peu Donc, c'est beaucoup de questions à se poser. C'est chacun après va choisir un domaine parce qu'on peut pas tout mettre en place du jour au lendemain. C'est des choses qu'on a à mettre en place petit à petit, s'entraider aussi entre nous. Et puis après, chacun peut choisir par exemple sa priorité. Moi, ma priorité, c'est l'autonomie alimentaire. Donc, je vais faire un potager, je vais cultiver je vais élever des petites poules. Non, moi, c'est plutôt la liberté financière. Donc, je vais me mettre à investir peut-être dans la crypto ou à créer mon entreprise. Donc, voilà, après, c'est propre à chacun. Voilà, c'est propre à chacun de choisir comment s'autonomiser. Et après, ça se fera petit à petit. Mais encore une fois, d'avoir cette force de se décentraliser, d'avoir vraiment des petits contacts un peu à droite, à gauche, pour pouvoir au moins, moins dépendre du système. Et en fait, ça crée une espèce de solidarité aussi, d'avoir des petits bah, producteurs, des... justement, je voulais rebondir là-dessus. En fait, déjà, ça commence par se rendre compte de nos besoins vitaux, tu vois. Est-ce qu'on a Mhm. besoin de plus déjà? C'est de se rendre compte de ça. Et après, comme tu dis, la solidarité, bien sûr, on ne peut pas tous approfondir tous les domaines, tu vois, l'autonomie financière en eau, en électricité. Mais peut-être que si on se regroupe, par exemple, bah, tu as un fermier local qui fait, voilà, dans un petit village, et ben, toutes ces personnes peuvent aller chez lui. Peut-être qu'il y aura une personne qui va plus être, elle, sur le côté électricité, et du coup, qui pourrait, enfin, voilà, ça, je sais pas si ça existe, mais je pense que c'est possible, que, par exemple, elle produise un peu d'électricité pour un village. Et elle est Ouais, vraiment spécialisée bien en sûr. électricité, et une autre personne, ça va être plutôt, par exemple, pour l'eau potable, et une autre personne, ça va être plutôt pour la liberté financière. Et tu vois, créer des pôles comme ça au niveau local, ça peut être pas mal. Tu vois, enfin, j'y suis pas encore allé, mais j'ai entendu dire là dans la ville où je suis en train de vivre, qu'ils sont en train de mettre en place, en fait, ils sont en train de faire des réunions pour se préparer si du jour au lendemain, on avait des gros problèmes au niveau de l'autonomie. Comment, dans notre village, on pourrait faire pour être autonome? Alors, je suis pas encore allé. Apparemment, en fait, ils ont créé justement des pôles alimentation, des pôles bien-être, des pôles, enfin, voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Mais tu vois, je trouve ça, c'est pas mal. Tu vois, que Mhm. chacun au niveau local soit référencé dans un pôle et puisse couvrir les besoins de toute la communauté. Et de toute façon, on entend un peu plus parler là, de tout ce qui est les villages, les éco-villages, où des personnes se regroupent pour acheter un lieu et du coup, ils sont presque autosuffisants. Ça, c'est un bon plan aussi. J'en ai entendu parler. C'est un truc qui est dans le coin de ma tête. Je me dis pourquoi pas un jour développer quelque chose comme ça. Ouais. Mais c'est génial, tu vois. Enfin, tu vois, à l'heure actuelle, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui se disent, bah, du coup, ouais, faudra peut-être que je me prenne une maison pour faire mon propre potager et quitte à avoir aussi filtré mon eau ou des trucs comme ça. Mais ils se disent, ah ouais, mais c'est un gros financement, faut que j'achète une maison, ça coûte cher, tout ça. Mais en fait, on se rend pas compte, c'est que, est-ce que déjà, on a besoin d'une grande maison? Ouais. Et moi, je regardais de plus en plus, là, ces derniers temps, tout ce qui existait sur les mini-habitats, tout ce qui était les tiny house, les yurts. Les yurts aussi, ouais. Il y a plein il y a plein de choses qui existent comme ça. Et en fait, enfin, ça coûte que dalle. Je regardais pour une yourte, alors juste, enfin, pour l'acheter, mais après, si on l'a fait soi-même, ça coûte encore moins cher. Et je pense que c'est vraiment pas compliqué pour en faire une. Une yourte neuve de 20 mètres carrés, elle est même, je crois même 40 mètres carrés, ça coûtait 15 000 euros. Donc en fait, tu prends une yourte de 40 mètres carrés, t'en as pour 15 000 euros. Et tu peux y vivre à l'année dedans, hein. Enfin, c'est isolé, si tu fais bien. Et du coup, est-ce qu'on a besoin de plus, tu vois? Enfin, tu peux vivre avec des choses comme ça. Moi, j'ai un collègue à moi, là, qui est en train de construire sa tiny house. Il va aller vivre dans 20 mètres carrés. Et C'est au final, génial.
Enfin, moi, j'ai envie de te dire, quand j'étais dans le sous-marin, on avait 1 mètre carré habitable. Donc, 20 mètres carrés, grand chose. Mais vraiment, enfin, bah, du coup, moi, je me pose beaucoup de questions par rapport à ça. Et, euh, et du coup, enfin, déjà par rapport à mon expérience, je me sentais beaucoup plus à l'aise dans un petit habitat, dans un sous-marin, que maintenant dans une grande maison. Tu vois, Intéressant. Ouais. cet été, j'avais déménagé quelque temps. Je vivais dans une maison de 120 mètres carrés tout seul. Bah, en fait, je ressentais trop la solitude. C'est trop grand. Hmm. Donc voilà ma petite réflexion. Ouais, c'est intéressant. Intéressant. Et du coup, pour continuer dans les petites astuces, ça me faisait penser donc du coup un petit peu au minimalisme et ça me faisait penser aussi à la philosophie stoïcienne. La philosophie stoïcienne. Et donc là, j'aimerais parler un petit peu des lectures qu'on peut faire, de- des informations, de choisir en fait ces informations. Donc potentiellement réduire les médias, tout ce qui est sources anxiogènes, les commérages, les on-dit, etc. Et choisir ces sources d'informations. Et notamment, les lectures, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé. C'est quelque chose que je fais de manière quotidienne depuis maintenant 7-8 ans. C'est la lecture, la lecture, la lecture. Et du coup, là, j'aimerais partager des conseils de lecture potentiellement, notamment la philosophie stoïcienne avec les pensées de Marc Aurèle, le manuel d'Épictète, où en fait, les stoïciens, ça me faisait penser à ce que tu disais, c'est qu'en fait, donc déjà, l'idée principale, c'est de mettre son attention, son pouvoir, sa volonté sur les choses qui dépendent de nous et d'essayer d'être le plus indifférent face à ce qui ne dépend pas de nous. Ça, voilà, c'est pour faire, pour abréger un petit peu ce qu'est la philosophie stoïcienne. Mais aussi, les stoïciens, à l'époque, ils essayaient de vivre avec le peu de choses possibles. C'est-à-dire, ils se posaient beaucoup la question de est-ce que ça, c'est vraiment nécessaire? Est-ce que ça, j'en ai vraiment besoin? Pourquoi est-ce que ça, je le veux? Et en fait, un stoïcien, à l'époque, bon, après, c'est vrai qu'ils n'avaient pas le niveau de vie d'aujourd'hui, hein. Ils n'avaient pas l'électricité, ils n'avaient pas la gazinière, etc., comme nous. Mais voilà, ils vivaient avec un petit peu de pain, avec un carnet d'écriture, ils avaient un drap sur eux et puis ils étaient heureux. Ils étaient heureux, ils avaient leur capacité à penser par eux-mêmes, à réfléchir. Et c'est des gens qui vivaient vraiment avec avec très peu, mais qui étaient très heureux. Et encore une fois, qui se posaient cette question, est-ce que ça, c'est vraiment nécessaire? Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société de consommation, à toujours vouloir consommer, consommer. On achète des choses alors que ça se trouve, au fond, on n'en a même pas besoin, on n'en a même pas envie. Mais voilà, est-ce que c'est vraiment nécessaire que je foute 1 500 € dans le dernier iPhone qui a juste deux fonctionnalités de plus que celui que j'ai actuellement et que j'ai acheté il y a un an et que j'ai même pas encore fini de rembourser le prêt, tu vois? C'est des Ouais, questions à se poser toutes bêtes, surtout dans cette société aujourd'hui, de cultiver un peu le minimalisme, j'ai envie de dire. Alors, pas forcément que matériel, mais aussi en termes de. Ça peut être de plein de choses, en fait. Pas forcément matériel et financier, mais ça peut être le minimalisme au niveau des pensées, etc. Au niveau des relations, ça sert à rien d'avoir 10 000 amis, mais vraiment d'avoir que deux, trois bons amis qui sont vraiment authentiques, avec lesquels on peut avoir des partages authentiques, etc. Donc, pour moi, ouais, cultiver le stoïcisme et se pencher sur des lectures comme ça, ça va renforcer, ça va faire du bien. ouais. Et du coup, je voudrais rebondir juste avant de parler de lecture sur ce que tu as dit. Et c'est aussi justement ça permet de se reconcentrer, le minimalisme, de se reconcentrer sur vraiment ce qu'on veut. Et pas faire, se dire, par exemple, là, je vais monter mon entreprise pour faire plein d'argent et comme ça, après, je pourrais vivre plus facilement plus tard. Et en fait, pourquoi tu ne vis pas plus facilement tout de suite? Parce que au final, si t'as pas beaucoup de besoins, pourquoi tu voudrais, tu vois, avoir plus de choses? Et en fait, enfin, ça m'a fait penser parce que pas longtemps, je discutais avec une personne donc c'est une personne assez riche, tu vois, qui gère des millions, qui construit énormément de golf en France et à l'étranger. Et elle m'avait dit, euh, moi plus tard, ce que je vais faire, c'est que je vais m'acheter une école de surf et, euh, et comme ça, je vais être tranquille dans ma cabane au bord de la mer et je vais faire du surf.
Et tu vois, j'avais envie de dire, mais pourquoi tu le fais pas maintenant, tu vois, si c'est vraiment ton rêve. En plus, c'est surtout qu'il n'y avait pas de problème financier. Et en fait, c'est vraiment cette question à se poser. Et moi, je me la pose vraiment dernièrement. C'est est-ce que tu pourrais pas te poser, en fait, vraiment juste avec tes besoins vitaux et te limiter à ça, quoi. Limiter à avoir des personnes autour de toi, vivre avec elles et pas aller vraiment consommer tout ce qui est toutes les technologies qu'on voit aujourd'hui. Voilà. Donc, passons au conseil de lecture. Je suis en train de On noter cette commence. phrase qui est très intéressante. Pourquoi ne pas le faire maintenant? C'est vrai que des fois, en fait, on a des valeurs, par exemple. Par exemple, on a une valeur, c'est la liberté. Et du coup, à travers ça, on va vouloir créer une entreprise, générer de l'argent pour être indépendant et du coup être libre. Alors qu'en fait, bah, des fois, on peut déjà être libre maintenant, encore une fois, par la pensée, en faisant des choses qu'on a envie de faire. Donc, c'est vrai qu'on a tendance des fois à mettre plein de, comment dire, plein d'étapes avant et se compliquer la vie, en fait, Est-ce- parce que c'est le propre de l'homme, il adore se compliquer la vie. Alors qu'en fait, il pourrait de suite, comme il disait, je crois que c'est Marc Aurèle qui disait, euh, tu as juste à choisir en fait d'être heureux. J'ai plus la phrase exacte, mais en gros, il disait n'importe quel être humain, en fait, tu peux décider d'être heureux si tu peux être heureux dès maintenant si tu en prends la décision. Et justement, par rapport à ça, en fait, par rapport, bah, du coup, ça pourrait faire un conseil de lecture, mais j'ai plus la référence du livre. C'est Paulo Coelho qui avait écrit cette histoire. En fait, c'était l'histoire d'un pêcheur brésilien. Je sais pas si tu l'as déjà entendu. Vas-y. En fait, c'est un pêcheur brésilien qui, bah, voilà, tu vois, il vit dans un petit village. Et tous les jours, il va pêcher pour sa famille, pour nourrir sa famille. Et tu vois, ça il vit très bien. Tu vois, le matin, il part pêcher, il ramène de la nourriture à sa famille. L'après-midi, il va voir ses potes, il boit un verre avec ses potes. Donc, tu vois, il vit dans le meilleur des mondes. Tu vois, il a une famille, il a de la nourriture, il est super heureux. Et un jour, il y a une personne assez riche qui vient le voir et il dit, enfin, tu vois, il pose une question, il dit, mais, enfin, franchement, vous avez du bon poisson. Euh, pourquoi vous pêchez pas plus de poisson pour le revendre? Est-ce que tu m'entends? Parce que du coup, ça coupait un peu. Je te ressens très bien. Ok. Et du coup, le pêcheur, il dit, d'accord, mais du coup, ça me permettrait de faire quoi? De vendre mon poisson à plus de personnes. Mais il dit, bah, du coup, si vous vendez votre poisson à plus de personnes, ça va vous permettre d'acheter un meilleur bateau. Et du coup, de pêcher encore plus de poissons pour en revendre encore plus. Et il dit, d'accord, mais du coup, si j'achète un plus gros bateau, pourquoi j'achèterais un plus gros bateau? Il dit, bah, si vous avez un plus gros bateau et du coup, vous faites plus de bénéfices, là, vous allez pouvoir vous permettre d'avoir 2, 3, 4, 5 bateaux et pouvoir peut-être prendre des employés. Et tu vois, ainsi de suite. En fait, tu disais après, ensuite, vous pourrez avoir une grande entreprise et comme ça, après, vous pourrez permettre de ne plus travailler vous, de générer de l'argent passivement. Et du coup, le, le pêcheur, il me dit, mais du coup, d'accord, je vais générer de l'argent passivement, mais ça va me permettre de faire quoi, ça? Et ben, il dit, vous pourrez prendre votre retraite, vous pourrez être tranquillement avec votre famille, pouvoir aller, voilà, partir le matin, aller pêcher votre poisson pour votre famille, et ensuite rentrer le soir et puis boire un coup avec vos amis. Il dit, d'accord, mais en fait, pourquoi développer tout ça alors que en fait, ce que vous dites, c'est cette retraite, je l'ai maintenant. Voilà. Cette histoire, elle est dans le manuel du guerrier de la lumière de Paulo Coelho. Ok, bah, voilà. C'est plein de petites histoires et c'est aussi très porté sur le stoïcisme et sur le. Enfin, il est magnifique ce bouquin, c'est un très bon livre ouais, qu'on peut recommander. Le manuel du guerrier de la lumière de Paulo Coelho et c'est exactement de ce dont on parlait en fait. C'est une très belle histoire. Est-ce que là, d'autres livres à conseiller? Tu vas être d'accord avec moi, il y a Antifragile qui est derrière Antifragile, les bienfaits du désordre de Nassim Nicolas Taleb, où en fait il parle d'antifragilité. D'ailleurs, je te laisse développer un petit peu le concept si tu veux en parler rapidement. Alors, je préfère préciser, ce livre, si vous voulez le prendre,
faut vraiment que vous soyez à fond dedans parce que c'est un livre très compliqué. Ouais, ouais. Faut vraiment comprendre le livre. Donc, si je dis pas de bêtises, c'est un livre de à peu près 500 pages, non? Même plus que ça, je vais te dire ça de suite. Hop. Il est assez épais, je crois qu'il Voilà. fait plus que ça. Il doit faire. En fait, à la fin, en fait, il y a plein d'annexes et de tableaux, donc en fait, il s'arrête assez. Ouais, en fait, si, c'est ça. Donc, Ouais, 500 500 pages pages. Mais par contre, c'est et écrit très petit, hein. ouais. C'est écrit très très petit, donc Et pour il y a de la vraiment matière, tout hein. comprendre, en fait, en une seule lecture, c'est pratiquement impossible de tout comprendre. Enfin, à part si on a vraiment des bases avant. Parce qu'à chaque fois, en fait, il y a des choses qui sont développées après, donc on est obligé de revenir au début. Et même à la fin, si on a tout lu et qu'on le relit une deuxième fois, euh, voilà, faut s'y pencher plus. Si vraiment on veut comprendre en profondeur, faut le relire plusieurs fois. Donc, faut vraiment s'accrocher, mais c'est un super livre qui permet Ouais. d'apporter beaucoup de choses. C'est vachement basé sur les mathématiques et ça permet de comprendre eh ben, comment, en fait, ce que c'est l'antifragilité, comment se renforcer avec l'environnement, pourquoi la vie n'est pas linéaire et c'est une courbe justement non linéaire. Ouais, franchement, il est énormément intéressant et du coup, il rapprochera de tout ce qui est l'hormèse, l'homéorésie, l'homéostasie. Ce sont encore des deux termes que, bon, on va peut-être pas tout développer parce que ça prendrait énormément de temps, Hmm. mais voilà, super intéressant. Bah, d'ailleurs, là, c'est ma deuxième lecture. Et du coup, je suis en train de prendre des notes aussi, de faire des petits mind maps, d'écrire des phrases clés qui me marquent, etc. Il est vraiment. Et en fait, j'essaie vraiment de le lire et de le relire pour me dire qu'est-ce que je peux appliquer dans ma vie, moi, pour devenir antifragile. Comment développer dans ma vie l'antifragilité. Et du coup, ça peut me permettre de me donner des idées, de m'inspirer, etc. Donc, notamment avec l'hormèse, comme on parlait. Euh, on a un stress court et intense, on est dans l'inconfort, mais derrière ça, on va venir se renforcer. Donc, on est antifragile. On n'est pas fragile ni robuste. Et j'aime même parce qu'il donne en fait un exemple pour illustrer rapidement l'antifragilité, parce qu'on ne va pas trop rentrer dans les détails. C'est qu'en fait, tu peux souffler sur une bougie, tu vas l'éteindre. Elle va s'éteindre. La bougie, elle est fragile. Tu peux souffler sur un feu de forêt, tu lui donnes un gros coup de souffle ou tu t'envoies, je sais pas, ce que tu veux. Il va encore prendre plus d'espace, il va encore flamber encore plus. Il est antifragile. C'est-à-dire que quand il reçoit un coup dur, une difficulté, quelque chose qui est censé le contraindre, et ben derrière ça, en fait, il va revenir encore plus fort. Et il développe aussi cette idée de. C'est quoi le monstre mythique? Il y a le phénix et il y a l'hydre. C'est celui qui a Ouais. plusieurs têtes. Et le phénix, en fait, il est pas antifragile, il est robuste. En fait, il y a trois parties. Robuste, c'est-à-dire que tu encaisses les coups, mais tu ne te renforces pas. Et par exemple, le phénix, lui, il meurt, il renaît de ses cendres, mais en fait, c'est le même phénix, il n'a pas évolué. L'hydre, lui, tu lui coupes la tête, il en a deux qui repoussent. Tu leur coupes deux têtes, il en a. Et en fait, c'est ça, en fait, l'antifragilité, c'est ça, en fait, c'est un truc à cultiver, c'est sur plein de domaines différents, donc les mathématiques, la société, la santé, etc. Donc, c'est hyper intéressant, franchement, ce bouquin, c'est une pépite, et je vous le recommande. Après, en conseil de lecture, tu l'as lu aussi, c'est L'éthique du samouraï moderne de Patrice Franchesti. Ouais, t'as fait. Ouais. Et il est merveilleux parce qu'en fait, c'est plein de petites phrases d'un maître japonais. Et en fait, il appelle ça, je ne sais plus c'est quoi le nom des phrases, où en fait, ça veut dire comme une lame tranchant. Et en fait, c'est des petites phrases, c'est des petites histoires qui vont venir te mettre une gifle, enfin, te trancher en fait. Ça, c'est vraiment quelque chose de. Ça te met une baffe, ça te réveille et c'est très puissant. C'est mêlé un peu avec la philosophie stoïcienne et avec la philosophie des Japonais, du minimalisme, etc. Si tu veux en rajouter un petit peu plus sur ce livre, parce que je sais que tu l'as lu aussi. Bah, je pense que ça dit pas mal de choses sur ce livre. Après, j'invite vraiment les personnes à se renseigner sur cet écrivain. Parce qu'en fait, enfin, je dis écrivain, mais il a fait énormément de choses dans sa vie. C'est un écrivain qui est à la fois un aventurier. Au début quand il était jeune, il est parti à bord d'un voilier rencontrer des peuples qui vivaient dans la nature. Et en fait, il les a accueillis à bord de son bateau pour présenter un peu comment ils vivaient en mode occidentaux. Et après, lui, il allait dans leur culture pour s'imprégner. Et en fait, il a fait énormément de choses géniales comme ça. Tu vois, dernièrement,
Il s'était engagé avec les Kurdes pour combattre le djihad. Et en fait, c'est un écrivain quoi, qui prend les armes pour défendre la liberté, l'oppression, surtout au niveau des femmes, en fait, parce qu'il y a beaucoup de femmes enfin, qui veulent leur liberté au niveau des Kurdes. Et donc, enfin, vraiment, il a une vie géniale. Donc, j'invite les gens à regarder des vidéos sur lui. C'est très impressionnant. Super. Moi, pour mes conseils de lecture, c'est à peu près tout. Après, pour le stoïcisme aussi, on a un livre qui est de Ryan Holiday. Bah, il est en anglais, par contre, ça s'appelle Daily Stoic. Donc, en fait, il reprend beaucoup de citations de Marc Aurèle, d'Épictète, de Sénèque. On a aussi les livres de Sénèque. Mais Sénèque, je ne l'ai pas trop lu. J'ai juste lu un petit livre qui s'appelle La brièveté de la vie, je crois, ou Une vie heureuse. D'ailleurs, il faudrait que je le relise aussi parce que je l'ai lu il y a longtemps, mais il y a quand même des. Sénèque aussi, c'était un stoïcien. Donc, le Daily Stoic, qui est un livre en anglais de Ryan Holiday. D'ailleurs, je mettrai en description sous la vidéo, je mettrai un petit peu les conseils de lecture où en fait il reprend voilà, les citations et derrière ça, en fait, il détaille et il le met à l'ordre du jour au niveau moderne, dans la vie de tous les jours. Comment on peut l'appliquer. Et je le trouve très intéressant. C'est un petit bouquin aussi que je prends tous les matins pendant mon petit déjeuner ou pendant que je bois mon café ou un thé. Et je lis une phrase ou deux et puis je médite un petit peu sur ça. Et puis voilà, tous les jours, je passe un petit peu les citations et ça me nourrit. Voilà. T'as un autre conseil de lecture, toi, ou on a fait le Non, pas tour? forcément. Tu sais, moi, je lis pas énormément de livres. En fait, je préfère bien m'imprégner des livres que j'ai plutôt qu'en lire plein. Oui. Ça, c'est un truc personnel. Mais, donc, voilà. Donc, en fait, les meilleurs livres que j'ai lus, on les a cités. Bon, bah, super. Bah, je pense qu'on a donné toutes les armes à nos chers auditeurs pour 2022. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter ou est-ce qu'on est bon? Non, c'est bon pour moi. Ouais. Ça fait plaisir d'échanger avec toi. Ouais, moi aussi, c'était cool. C'était un peu, on avait juste structuré un petit peu de quoi on allait parler, puis le reste, c'était un petit peu du freestyle. Donc, bah, il y a eu des beaux partages. Tu m'as aussi dit des belles choses, tu m'as donné des idées, tu m'as fait voir aussi les choses un petit peu différemment. Donc, je te remercie aussi pour ça. Et puis, de toute façon, c'est toujours enrichissant de partager sur des points de vue comme ça. Et puis, j'espère en tout cas que ça vous a plu à vous qui avez écouté cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça va vous aider pour cette année 2022, qui ne va pas être évidente. Mais encore une fois, cultiver le challenge et l'inconfort, ça va nous rendre meilleurs. Soyez comme l'hydre, faites-vous repousser deux têtes après qu'on vous ait coupé la tête. Et voilà, n'hésitez pas en tout cas à mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet échange avec Nicolas. Est-ce qu'on peut te retrouver d'ailleurs sur des réseaux où je mettrai aussi ton Instagram, tout ça? Ouais. Alors, ouais, vous pouvez me retrouver sur Instagram. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que je fais pas énormément de choses. Euh, donc voilà, tu pourras mettre mon Instagram. Ouais, je mettrai l'Instagram de Nico si vous voulez Ouais. le suivre, lui faire un petit coucou ou quoi. Et voilà. Bon, bah, Allez, je te dis au revoir et puis à une prochaine. à une prochaine avec plaisir. Et merci les Allez, Circadiens, merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Et je vous dis à bientôt. à bientôt. Salut, Dylan. Ciao.